Eh bien, Ted Lindsay nous a quittés cette semaine. Il est décédé à son domicile dans le Michigan lundi. Et lorsqu'on parle de Ted Lindsay, bien sûr, on fait référence à la grande époque des Red Wings de Détroit des années 50. Oui, il y a eu le Canadien dans les années 50, mais les Wings étaient toute une équipe avec notamment Gordie Howe et Sid Abel et Lindsay qui complétaient la fameuse production line. Toute une équipe avec Terry Sawchuk dans le filet. Alors, Lindsay, et on a entendu souvent parler Maurice Richard de son vivant lorsqu'il mentionnait le nom de Ted Lindsay. Wow! Il était le premier à dire que c'était tout un compétiteur, mais ouf! On voyait encore dans ses yeux qu'il y avait de vieilles, peut-être de vieilles rancœurs qui étaient encore là. Même chose avec Gordie Howe, mais que voulez-vous, c'était des compétiteurs nés. Alors, c'est certain que même après la retraite, il y avait encore des petits quelque chose, là, des petites chicanes peut-être à gauche et à droite. Également, concernant Ted Lindsay, et pour moi, c'est le point numéro un à l'agenda lorsqu'on veut aborder le dossier Lindsay, l'association des joueurs, la fondation de l'association des joueurs. Je devrais dire plus précisément la première version de l'association des joueurs en 1957 avec Doug Harvey du Canadien de Montréal, parce que le projet n'a pas fonctionné comme Lindsay aurait aimé qu'il fonctionne. Il faudra attendre 1967, et là, en 67, c'est Alan Eagleson qui allait devenir le directeur exécutif de l'association avec Bob Pulford comme président. Mais à quoi ressemblait le hockey dans les années 50? J'ai pas besoin de vous dire que durant le 20e siècle, je dirais là jusqu'à la fin des années 80, début 90, dans ce coin-là, ce sont les propriétaires qui avaient le gros bout du bâton. Et ça a changé passablement avec la divulgation des salaires et avec l'association des joueurs. Et par exemple, bon, à Chicago, dans les années 50, le propriétaire des Hawks, bien, c'était James D. Norris, qui voulait nullement céder le moindre pouce aux joueurs. C'était la même chose à Détroit. Et là, à Détroit, c'était son demi-frère qui était propriétaire, Bruce Norris. Et bon, et lui, il régnait en roi et en maître chez les Red Wings. Et à Toronto, Conn Smythe tenait également son entreprise d'une main de fer dans un gant de velours, comme le veut l'expression. Il y a une chose, cependant, qu'il faut dire. Oui, les propriétaires ne voulaient rien donner aux joueurs, mais on doit dire ceci. Par exemple, Conn Smythe a pris part aux deux grandes guerres mondiales, alors il pouvait démontrer des valeurs qui dépassaient les limites de la LNH. Et à Détroit, bon, je parlais de Bruce Norris. Norris s'informait constamment de l'état des joueurs et il y a un excellent article publié le 2 janvier 86 et j'en fais mention dans mon texte, un article de George Puskas du Detroit Free Press qui fait mention justement que Norris allait régulièrement dans la chambre des joueurs pour s'enquérir de l'état des joueurs et ainsi de suite. Alors, mais ses propriétaires étaient avant tout des hommes d'affaires. Et c'est là que l'image du propriétaire qui ne donne absolument rien aux joueurs, et pourtant les joueurs auraient mérité de meilleurs salaires, un meilleur traitement, c'est là que ça entre en ligne de compte. Et il n'y avait pas vraiment de place à la négociation. Et selon le site web hockeyzoneplus.com, allez faire un tour là, c'est très intéressant. Maurice Richard, eh bien, en moyenne, dans les années 50, il faisait environ 12 000 $ par année. En moyenne, vers la fin de la décennie, un peu plus, mais un peu plus, autour de peut-être 20 000 $. Mais en moyenne, autour de 12 000 $. Et le Rocket a empoché au cours de sa carrière 85 220 $ américains. Et à la même époque, Jean Béliveau gagnait 21 000 $ par année, Doug Harvey autour de 25 000. C'est des à peu près, là. Mais hockeyzoneplus.com, il y a de la très bonne information là concernant les salaires de toutes les époques, même Gordie Howe, Bobby Orr. Bobby Orr, on apprend que Orr a fait environ 1 700 000 $ américains durant sa carrière. Bobby Orr, 1,7 million. Alors, c'est pour vous dire à quel point que la situation financière des joueurs, c'était loin d'être rose. Et à une époque où les joueurs n'avaient aucun moyen de pression, là, absolument aucun, pas d'autonomie, rien de cela, pas d'argent. Les propriétaires dictaient eux-mêmes l'échelle salariale. Il n'était pas question de revoir le système établi. Et Ted Lindsay a été échangé à Chicago pour avoir osé remettre en question cette façon de faire. Donc, il a payé très cher le fait de vouloir lever la main et dire « Un instant, s'il vous plaît, j'ai des choses à dire ».
Et il a été échangé à Chicago. Et lorsqu'il est arrivé à Chicago, je pense que Chicago n'était pas une puissance à l'époque, là, dans les années 50. Je pense qu'il s'est rendu compte assez vite que la Coupe Stanley devait oublier ça. Et là, c'est le Canadien qui a pris les rênes de la décennie des années 50. Et je vais terminer là-dessus. Auston Matthews. Bon, Auston Matthews des Leafs de Toronto a signé tout un contrat. Là, dernièrement, c'était en février, 58 millions de dollars. Il a sûrement, et avec raison, remercié son agent pour son travail lorsqu'il a paraphé cette prolongation de contrat. Il ne l'a sûrement pas fait, mais il devrait avoir une pensée pour Terrible Ted, Monsieur Lindsay, car il y a un peu de Ted Lindsay dans cette signature. Alors, Ted Lindsay nous a quittés cette semaine à l'âge de 93 ans. Celui qui avait été le premier à oser proposer une association des joueurs. Ça avait été lancé en 1957. Il y a eu du sable dans l'engrenage, mais par la suite, les joueurs n'ont jamais regardé derrière eux parce qu'en 1967, il y a eu la fondation actuelle de l'association des joueurs avec Bob Pulford et Alan Eagleson, mais tout a commencé avec Ted Lindsay en 1957.